Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je vous donne quelques petites règles en démarrage avant qu'on se présente Laurent et moi. Donc évidemment, c'est enregistré pour les personnes qui ne pourraient pas être là et pour le replay. Vous n'hésitez pas, on est assez nombreux aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vont encore arriver à poser des questions dans le chat, tout simplement. On les prendra au fur et à mesure. On a un temps dédié aussi à la fin. Et on essaiera de terminer vers 14h moins 5, parce qu'on sait que tout le monde est bien occupé aussi à 14h. Voilà. Je vais me présenter, après je laisserai la main à Laurent, on se connaît depuis un petit moment. Donc moi je suis Marion Le Cerf, je suis coach produit et coach au care, je suis cofondatrice du cabinet Fluo. Donc nous on est spécialisé dans la transformation des organisations pour aller vers plus de méthodes produits, on va dire, et d'agilité. Donc la roadmap, notre fameux sujet aujourd'hui, en fait partie. Laurent, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, moi c'est Laurent Partouche, je suis fondateur de Roadmap Hero et avant d'être fondateur de Roadmap Hero, dont je vais aussi être amené à vous parler aujourd'hui, je suis passionné de produits et d'expérience client. Moi le client, ça a été toujours au centre de mes préoccupations, la satisfaction du client. Et j'ai travaillé dans des environnements très différents, de la start-up au grand groupe et sur des sujets hyper variés. On passe du e-commerce à la gestion d'abonnement, aux opérations de production, aux flux logistiques, en passant par le et le B2B. Et aujourd'hui, je suis dans l'aventure du SaaS B2B. Et justement, en fait, moi, j'ai vécu la galère de maintenir une roadmap alignée, qui parle à tout le monde, qui soit facile à partager et qui arrive à fédérer et à engager les différentes parties prenantes. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ce sujet avec vous, au travers de mes expériences, de mon vécu. Et puis, c'est comme ça aussi que j'en suis arrivé à imaginer Ton le produit. produit à travers duquel on s'est rencontré avec Marion. Donc, le thème d'aujourd'hui, on a pris voilà, on a été très straight to the point. Est-ce que votre roadmap parle à tout le monde? C'est un sujet. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le produit. J'ai vécu les mêmes galères que Laurent avant de faire du conseil et j'accompagne mes clients aussi. En général, la roadmap, c'est quelque chose qui est toujours un point épineux, qu'on est à jour en tout continu, qu'on a du mal à expliquer, qui crée des frictions. Donc, on s'est dit que ça pourrait être chouette aujourd'hui de développer un peu tout ça et de partager nos regards croisés. Donc, pourquoi on est là? On vient de se le dire. On va peut-être développer un petit peu. Donc, souvent, moi, ce que j'observe de ma fenêtre, en tout cas en tant que coach produit, quand j'arrive dans une organisation et que j'accompagne des équipes, c'est un bon indicateur de maturité. Je leur demande de m'ouvrir la roadmap et de me montrer ce qu'il y a dedans. Et parfois, je vois des choses un peu exotiques, on dira. Beaucoup de jargon, beaucoup de choses qui sont empilées, des features. On a du mal voilà, à comprendre le sens. Et effectivement, c'est souvent les choses, voilà, ça me donne un petit baromètre de maturité des équipes produits aussi, pour accompagner le product manager et l'équipe entière et de se dire, en fait, comment est-ce que vous pouvez avoir une roadmap qui va parler à tout le monde au sein de l'écosystème? Alors, quand on est dans une startup, on va finalement être un nombre de personnes plus limité, effectivement, mais plus on va grossir, plus on va avoir des dépendances, plus on va avoir besoin de communiquer aussi à différentes parties prenantes, à la direction. Donc, on ne s'adresse pas au métier, au sales, voilà, au customer success, pour finalement s'aligner. C'est un document finalement qui est essentiel parce que ça permet de s'animer et de s'aligner. Donc, on regarde ça, moi, ce que je préconise. Alors, la roadmap parfaite, elle n'existe pas, hein, malheureusement. C'est un mythe. Mais en tout cas, une bonne roadmap, quand on fait du produit, c'est tendre vers l'impact. Donc, c'est souvent voilà, ce que moi, je préconise et ce sur quoi je coach aussi les product managers, c'est de se dire comment est-ce qu'on va élever sa réflexion au-delà des échéances. Donc, se dire, voilà, on a des choses à livrer à telle date ou voilà, des jalons. Et surtout du backlog management, parce que le backlog management, c'est un peu finalement quelque chose qui est très lié à l'équipe. Voilà, on a des épiques, on a nos US, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, à ce qu'on va y mettre dedans. Donc, comment on fait? C'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui. C'est réussir à avoir une roadmap qui est finalement un grand fil rouge, qui est continuellement en lien avec la vision, donc la vision de l'entreprise ou la vision du produit. Tout dépend finalement de la taille aussi de votre organisation. Et donc,
On a la vision, on a les ambitions stratégiques en dessous, puisque fondamentalement, la roadmap, c'est un document tactique qui va permettre de se dire, bah, OK, on répond bien à la stratégie de la boîte, on répond bien à la vision, et opérationnellement, voilà ce qu'on va finalement projeter en termes d'opportunités, en termes d'initiatives, etc., et qui vont finir après en solutions et en features. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Non, moi, je suis Laurent? assez aligné avec ce que tu as dit. Effectivement, moi, ce que je vois beaucoup dans les équipes avec lesquelles j'interagis, c'est que la roadmap, c'est un slide. C'est un slide qui est posé, mis à jour tous les 3 4 mois, au mieux, parfois tous les 6 mois, parfois tous les ans. Et c'est un slide qui a vocation, en fait, à plutôt être utilisé pour un COMEX qui est sceptique sur l'atteinte des objectifs que plutôt que ce soit un document tactique qui est opéré au quotidien et qui permet vraiment de donner une direction à la fois pour les équipes produits et tech, mais aussi pour l'ensemble de la boîte. Parce que finalement, quand le développement est central, enfin, la construction du produit est centrale pour l'ensemble des équipes, bah, elles ont besoin de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir développer leur business aussi. Je vous prends l'exemple d'un sales. Un sales, quand ils vont, on va être sur un SaaS pour que ce soit plus simple, mais c'est valable dans toutes les industries, bah, s'il n'a pas les features qui vont à ses clients, s'il n'a pas la proposition de valeur qui vont à ses clients, il va avoir beaucoup de mal à la vendre. Donc en fait, il a besoin d'avoir cette évolution de proposition de valeur et de pouvoir le suivre. Et comme tu le dis, ça passe dans une vision. Moi, il y a une métaphore que je prends souvent, c'est l'aviation. Quand vous avez un avion qui décolle, bah, il a un plan de vol. Ce plan de vol, il peut être amené à être modifié en cours de route. La modification, elle est acquiescée par une tour de contrôle à un moment donné. Mais en fait, sans plan de vol, aucun avion ne pourrait voler de manière coordonnée. Et du coup, bah, vous avez plein d'aléas. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui. Il y a certaines boîtes qui ont un plan de vol qui est plus ou moins structuré et ça crée plus ou moins d'aléas. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le schématise un peu après avoir échangé avec plus d'une centaine d'équipes produits depuis quelques mois maintenant. Oui, moi j'aime bien ta métaphore. Moi j'utilise celle de on se donne, on va gravir une montagne, on sait où on veut aller, mais les chemins vont potentiellement changer en fonction de la météo, en fonction de la fatigue des équipes, etc. Et donc voilà, donc c'est une jolie métaphore qu'on utilise et qui fonctionne bien. Ça fait le lien aussi avec cette histoire de roadmap, de se dire bah, c'est un document figé. Alors il y a une grande différence à avoir aussi, à garder en tête, c'est que souvent on va confondre roadmap et release plan. C'est quand même deux choses différentes. Et donc là, aujourd'hui, c'est le sujet, c'est la roadmap, c'est se dire comment est-ce qu'on peut faire transpirer notre tactique, l'exécution de la stratégie, raconter une histoire globale au sein de l'organisation sur son périmètre produit, ou s'il y a plusieurs équipes produits, bah, que toutes les équipes produits aient aussi voilà, une roadmap qui fasse sens et qui soit des roadmaps qui soient interconnectés. Et donc, c'est aussi un moyen d'avoir un storytelling qui est hyper fort. Donc, en tant que product manager, bah, finalement, si on change un peu le paradigme et qu'on change un peu la façon de construire sa roadmap, c'est finalement devenir la personne qui fixe et qui tient le cap. Hein, donc, on en revient à la vision, à la strat, etc. Et pas seulement qui est dans l'exécution. Donc là, l'exécution, si je prends le travers, ça va être vraiment le release plan où on se dit, bah, OK, là, on va livrer, on va shipper telle feature, telle feature, telle feature, on va atterrir sur tel sprint, tel sprint, tel sprint. Et ça, c'est un document qui a une vie aussi, qui a son importance, mais qui n'est pas la même chose que la roadmap. Apprendre à transcender cette roadmap, bah, c'est justement avoir peut-être plusieurs versions. On va vous en parler, on va vous donner des exemples. C'est avoir une clarté, une concision et surtout avoir des niveaux de priorisation, bien évidemment. Le travers, si je prends le travers d'une feature factory, par exemple, qui n'aurait potentiellement pas vraiment de vision, de cap, etc., je tire le trait exprès, et ben, c'est qu'on va empiler tout un tas de features sans savoir finalement le grand pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on veut atteindre finalement avec la livraison d'une feature qui va répondre à une opportunité de niveau du dessus et qui va donc se raccrocher à la stratégie et donc générer des impacts business et utilisateurs. Donc, ce document, il est très central, la roadmap. On peut adapter son storytelling aux différentes parties prenantes et on va vous en parler aussi, nous, de ce qu'on préconise et de notre fenêtre. Donc, moi, je suis, comme je vous l'ai dit, coach produit et coach OKR, donc le pilotage par au quotidien. Ce que je préconise quand on veut commencer à changer de paradigme et se dire, voilà, maintenant, on veut se concentrer sur pourquoi on fait les choses, quels sont les moyens pour y arriver. Et ben, l'outcome-based roadmap, c'est un bon support. Alors, c'en est un parmi tant d'autres, mais celui-ci est
est plutôt bien fait parce que, alors si on fonctionne en mode OKR, évidemment, on va avoir le grand pourquoi qui va être central au sein de cette roadmap et on va se dire aussi comment est-ce qu'on, finalement, au travers de ce document, on va faire la démonstration de comment on mesure qu'on arrive finalement à atteindre nos ambitions stratégiques. Donc, cette base roadmap, c'est un peu la formalisation de tout ça. C'est un document qu'on crée sur plusieurs initiatives, sur plusieurs fenêtres de temps. En général, on le crante sur 3 grands horizons de temps. On vous en parlera un petit peu après. Parce que ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire dans les 4 prochains mois? Qu'est-ce qu'on fera ensuite un peu plus tard? Et qu'est-ce qu'on va considérer? Parce qu'on n'est pas en gestion de projet, on est aussi en itération rapide. On va aller chercher du feedback utilisateur. On a des aléas business. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent changer, donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. En revanche, quand on commence à basculer vers ce type d'approche-là, on a un combo qui est assez complet entre, par exemple, pilotage par impact avec tout sans OKR et outcome-based roadmap, parce qu'on arrive à raconter une histoire qui est tangible et qui est compréhensible. C'est-à-dire, on va dire, si on veut faire plus X% de conversion, par exemple, parce que c'est une ambition stratégique qui va être d'être un acteur plus fort sur le marché, par exemple avec son produit, et ben on va pouvoir afficher ça et au regard de ce qu'on veut atteindre justement, donc faire plus X% de rétention, d'activation ou de rétention, peu importe, on va y positionner des initiatives. Et c'est ça ensuite qu'on va aller découper en tant qu'équipe produit, qu'on va tester sur des plus petits morceaux pour voir finalement si on a un impact généré et si on arrive à tendre finalement, faire bouger les choses et avoir un résultat positif. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, parce qu'on déroule, je sais que c'est l'heure du midi, mais voilà, n'hésitez pas à lever la main au besoin. Donc en résumé, je pense que vous l'avez compris sur cette intro, c'est la l'outcome-based roadmap, ça donne une vision claire et évolutive des priorités des équipes produits. Alors on parle des équipes produits parce qu'on a pris un prisme produit, mais on pourrait y ajouter aussi des évolutions côté service client, etc. Si on veut faire une roadmap qui est consolidée à l'échelle de l'entreprise. Donc moi, ce que je préconise, mais je pense qu'on a la même approche avec Laurent de toute façon, et c'est ce now, next, later, et ça permet de visualiser l'ensemble des efforts déployés, de mieux se coordonner aussi, parce que finalement, quand on écrit une histoire et c'est la force du storytelling du product manager aussi, on arrive à parler à toutes les parties prenantes, mais on arrive à parler aussi à ses copains à côté dans les autres équipes produits. Donc, on crée l'alignement. On arrive à mieux gérer nos dépendances, nos coordinations, de se dire, nous, on va travailler, par exemple, équipe A sur telle feature, mais qui va avoir un impact peut-être sur l'équipe B, où on va avoir besoin de la contribution de l'équipe B. Justement, commencer à s'adapter en mettant des plus gros cailloux en visualisation, sans rentrer dans le comment est-ce qu'on va développer la feature, etc. Ça permet déjà aussi d'avoir quelque chose de lisible. Parce que souvent, ce que je vous disais en intro, c'est que moi, les roadmaps, quand j'arrive dans les accompagnements, que je les regarde, on ne sont pas compréhensibles. Parce qu'il y a beaucoup de jargon, parce que c'est un bel empilement de tas de trucs. Et c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est là où ça crée de la tension aussi sur les différentes couches managériales, parce que on comprend plus ce sur quoi on est en train de travailler. Et souvent, il y a une espèce de command and control aussi là-dessus de oui, non, mais mettez à jour les roadmaps, on veut des roadmaps. Voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Laurence, ce que tu veux dire? Moi, je voulais revenir sur un point que tu mentionnais, je suis totalement aligné avec tout ce que tu as dit encore une fois, mais c'est l'impact. Quand on parle d'impact, on peut l'envisager de plusieurs façons. Moi, je vois souvent dans notre produit, vous le verrez tout à l'heure, mais on est amené à un moment donné à renseigner des objectifs. Et alors, quand on en parle avant sur des pré-meetings, tout se passe toujours très bien. Quand on arrive dans le moment de renseigner ces objectifs, j'ai des boîtes, et pas les plus petites, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui sont incapables de renseigner quels sont les objectifs. Est-ce que c'est les objectifs de la boîte, quels objectifs on a au produit, etc. Il y a une grosse zone de flou autour de tout ça. Et en fait, pour avoir de l'impact, il faut réussir à faire ce travail de comprendre pourquoi on fait les choses et quels objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière. Et on parle souvent d'impact et souvent derrière on met un chiffre, type atteindre du chiffre d'affaires, atteindre tant de satisfaction client, etc. L'impact, il peut être transverse, il peut être sur des sujets totalement connexes liés à la mission de votre boîte. Des boîtes qui ont une certaine mission vont pouvoir avoir des objectifs qui ne sont pas du tout financiers, qui ne sont pas du tout économiques, mais qui doivent être atteints. Donc ça peut être un impact humain, un impact business, un impact social, sociétal, un impact politique. Parce qu'il y a aussi ça qui est à prendre en compte dans les roadmaps. Les roadmaps, elles ne sont pas juste parce que c'est les sujets les plus importants. Il y a des enjeux divers et variés. Et on entend souvent, on nous a dit de faire ça, donc on le fait.
Ça, c'est un truc qui revient souvent, même dans des grosses boîtes, hein. Donc, voilà. Et c'est un point qu'il faut rendre tangible et compréhensible par tous. Cette réalité, il faut la rendre explicite pour l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles comprennent les choix, que ce ne soit pas une black box qui en fait crée plus de défiance qu'elle ne crée d'alignement et de cohésion dans le temps pour atteindre des résultats. Et effectivement, comme tu le disais, le fait d'avoir cette abstraction en non-ex letter peut permettre dans des organes qui ont du mal à s'engager sur des dates et où la confiance en fait elle risque d'être altérée par des dates trop précises, avoir une première overview, une première compréhension commune de ce qui est l'horizon de temps dans lequel on se projette. Audrey, tu avais une question. Aurore. Aurore, pardon, Et excuse-moi. non, c'est pas une question, c'est pour rebondir sur ce que vous dites. Je suis totalement alignée, hein, et là, je reviens d'un salon où j'ai rencontré pas mal de startups. Et par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens confondent impact et priorité. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne réflexion. C'est incroyable le nombre de personnes, je leur posais la question, je leur disais mais comment vous faites, enfin comment vous voyez votre roadmap, comment vous choisissez vos features et tout ça. Ah bah je discute avec mes clients et puis quand ça revient régulièrement, je me dis que c'est une feature qu'il faut développer. Oui, Ouais, donc on est sur de la priorisation mais au doigt mouillé, effectivement. on n'est pas, il n'y a pas que ça, effectivement, c'est un des points, mais les gens, en fait, confondent vraiment impact et priorité. Alors, au début, bon, ça peut se gommer, c'est pas trop gênant, mais plus on avance dans le temps et plus on veut structurer son application, son site ou je ne sais quoi, bah, en fait, ça devient problématique parce que si on confond impact et priorité, bah, on va se retrouver avec un produit qui au final ne va plus évoluer parce il n'est pas au rendez-vous de l'attente en fait réelle, parce qu'on n'a pas pris toutes les caractéristiques en compte. Complètement. Et ça fait un bon lien avec la question que pose Leïla aussi dans le chat. Oui, ça implique que la direction communique sur sa stratégie en amont. En effet, ce qu'on est en train de vous raconter, c'est que s'il n'y a pas de vision produit et qu'il n'y a pas d'ambition stratégique, ben, en fait, il n'y a pas de pilotage. Et là, on est sur le travers que je caricature un peu, mais qui existe encore souvent, ce syndrome de la feature factory et justement ce qu'on vient de ce que les échanges qui viennent de sortir, de dire, bah en fait, on nous a dit que il fallait faire tel truc. Oui, mais pourquoi? Enfin, fondamentalement, qu'est-ce que ça va apporter au produit, au business, aux utilisateurs? Sur quoi on se base aussi pour se dire que c'est une bonne opportunité et donc une bonne initiative à lancer et donc qu'on va finalement enclencher une feature derrière. Et je- Euh, ouais, si je peux compléter ce que tu dis, donc il y a l'approche effectivement bottom-up et l'inverse. Et en fait, c'est aussi possible de venir poser des jalons, en tout cas des objectifs. Est-ce que c'est ceux de la direction, s'ils ne sont pas formulés, ben, ça pourrait être challengé après, mais c'est de venir avec une proposition, du coup, orientée, avec des axes, des enjeux et des objectifs qui sont perçus par l'équipe produit comme des enjeux stratégiques de la boîte. Et après, de les confronter avec la direction, qui, elle, peut dire, ah ben, vous avez rien compris, ou au contraire, c'est très, très aligné avec la vision qu'on a. C'est un autre moyen, je pense, d'entrer dans le sujet et de montrer qu'on a compris ce pourquoi on était là et la valeur qu'on doit créer. Et je pense que c'est un point qui est hyper important. Souvent, les équipes produits, elles attendent que ça descende. Parfois, ça descend pas. Bah, quand ça descend pas, il faut faire le travail inverse et pas juste subir le sujet et dire bah, nous, on fait des trucs et on verra bien ce que ça donne. Et je pense que ça, c'est assez important, Leïla, pour répondre à ta question. Complètement, complètement. Ce que je vous propose, c'est que on passe à l'instant démo de Ron Mapero parce que je vois le temps passer et que Laurent nous parle un petit peu de son produit, de pourquoi justement quelle était sa vision au démarrage et qu'est-ce que aujourd'hui son produit propose, et bien qu'il évolue en permanence. Donc Ron Mapero, moi c'est un outil que j'aime beaucoup parce que ça permet de relier les ambitions stratégiques, les impacts tactiques et la réalité opérationnelle. Alors, bah, globalement, on peut passer sur le slide suivant. Globalement, on est parti du constat qu'on vient de poser avec les réflexions, exactement les réflexions que posait Marion. Comment est-ce qu'on arrive à remettre de l'impact, du sens dans ces roadmaps et à surtout faciliter leur partage et leur communication. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, la roadmap, c'est un outil de reporting avant d'être un outil de pilotage et de communication dans beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas dire 100%, je ne vais pas généraliser, mais c'est quand même ce qu'on constate. Et en fait, personne n'en est satisfait. Les équipes produits, elles y passent énormément de temps.
Elles essayent de partager ces documents le plus régulièrement possible, mais elles passent énormément de temps aussi à les mettre à jour. Elles savent pas, mais en face, les utilisateurs, le comité de direction, etc., sont un peu perdus dans les informations qui sont partagées, puisqu'en fait, on va partager une roadmap one shot. Généralement, c'est pas celle qui est livrée à la fin. Et en plus, il y a tous les aléas, mais en plus, elle n'est pas totalement comprise. Quand on la partage d'un trimestre sur l'autre, quand c'est bien fait, on voit pas trop ce qui a changé par rapport au trimestre d'avant. Il y a des difficultés à avoir cette bonne lisibilité. Et surtout, les gens à qui vous la partagez ne se sentent pas nécessairement concernés par l'ensemble des sujets, ne comprennent pas tous les enjeux et n'ont pas votre lecture. Et ça, c'est un point qui est souvent oublié dans les équipes produits. Les équipes produits ont plutôt une vision transverse de l'organisation, là où chaque fonction, si je prends les fonctions sales, les fonctions marketing, les fonctions support, elles n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Et en fait, la big picture, elle est intéressante. Mais quand ils voient le détail de tout ça, ils sont totalement noyés, totalement perdus. Et du coup, ça crée des frictions, hein, comme on le voyait. Alors, attends, juste une petite seconde. Les parties prenantes, donc elles sont plongées, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans un jargon qui est un jargon technique, technologique, qu'elles ne comprennent pas. Et elles ont l'impression que la roadmap, en fait, elle n'adresse pas du tout leur sujet. Et surtout, elles ne comprennent pas pourquoi ça a été mis dans cet ordre-là, finalement, pourquoi ça a été priorisé de cette façon-là, quel est l'impact qu'on va en obtenir. Ils ont la frustration du fait qu'elles ne soient jamais correctement respectées, alors ce qui est normal, hein, mais en tout cas, c'est leur ressenti. Et elles ne savent pas comment la voir, comment la consulter, où est-ce qu'elle est. Parfois, elle est dans un document, alors ça peut être dans Jira, dans Notion, dans tout ce que vous voulez, mais en tout cas, elle n'est jamais à jour. Donc en fait, on se réfère à un document qui est difficilement à jour. Elle n'est pas reliée à la vision non plus. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette façon, etc. C'est toujours assez difficile pour une partie prenante de pouvoir l'exprimer. Et un élément qui revient régulièrement, c'est qu'elles ne se sentent pas toujours impliquées ou écoutées dans la prise de décision parce qu'il n'y a aucun moyen pour elles de comprendre qu'elles ont été entendues, en fait. Même si ce n'est pas le résultat final. Et ça a un impact énorme, en fait, dans les organisations, un impact qu'on ne voit pas au début parce que c'est latent. Et puis petit à petit, ça se structure, c'est des conséquences extrêmement lourdes. Il y a la perte de confiance, des objectifs qu'on n'atteint plus. Et derrière, si je prends un seul exemple pour illustrer ça, c'est des réunions à rallonge ou des échanges sur un coin de table qui se multiplient. Ces réunions, elles ont un coût excessif pour les organisations. Quand vous mettez 3, 4, 5 personnes, vous connaissez à peu près les salaires de ces métiers-là, autour d'une table pendant 1 heure pour discuter d'un sujet, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui chaque année passent à la trappe. Et surtout, en fait, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs et les enjeux. Donc, il y a tous les effets pervers de ce type d'organisation-là qui se mettent en place. Donc le coût, il est à la fois en clarté, en temps et en confiance. Et la confiance, c'est peut-être ce qui est le plus important là-dedans, c'est que ça met du temps à se construire, ça se déconstruit très vite. Et pour la regagner, c'est excessivement long. Et ça, nous, on voit alors je vous parlais là très concret, nous, on voit des organisations dans lesquelles les équipes produits, on a fait le test sur 10 organisations, des équipes produits qui sont super contentes de ce qu'elles font. Puis moi, je demande souvent à parler avec un autre membre du COMEX. Et là, quand on parle avec un autre membre du COMEX, il dit, mais en fait, on fait plus ces remontées parce qu'en fait, le process, il est hyper chiant. Là, de toute façon, ça sert à rien parce qu'on nous écoute pas, on comprend pas comment c'est priorisé. Et dans des environnements très bienveillants où les gens s'entendent bien, hein, je suis pas du tout dans des cas critiques. Et en fait, c'est assez marquant, cet écart entre on a processé le retour du feedback client, par exemple, on a processé la façon de travailler et la réalité que vont vivre des sales, des équipes support ou des équipes marketing. D'ailleurs, vous pouvez faire ce petit exercice, ça peut être une bonne pratique, d'aller interviewer vos homologues dans l'organisation et comprendre comment est-ce qu'ils perçoivent ce que vous faites. De manière à bâton rompu, en tout cas, d'avoir une discussion la plus transparente possible et vous en apprendrez, je pense, pas mal de choses. C'est clair. Et il y a des outils aujourd'hui, et c'est des outils que vous utilisez. Vous les voyez là sur le slide, qui sont pensés soit pour être assez simples à utiliser, soit pour faciliter l'alignement, le partage et la com. Mais au final, ils s'avèrent assez complexes. Je pense à ça dans la partie en bas à droite, pour ceux qui les connaissent. Complexes à utiliser, complexes à partager, et surtout inaudibles pour les autres parties prenantes. Et puis on a la famille des builders. Dans les builders, je mets des Notion, Google Sheet, Drive et compagnie, qui font des choses formidables, qui ont l'inconvénient de nécessiter une construction from scratch. Donc il faut savoir ce qu'on veut construire, comment est-ce qu'on le maintient, qu'est-ce qui se passe quand la personne qui l'a créé n'est plus là, et surtout comment est-ce qu'on scale avec ça. Au final, on va passer énormément de temps à builder des outils qui vont pas être bons dans le temps, et c'est surtout de la perte d'énergie, de la perte de temps, parfois de la perte même de cadre, qui vous permet d'aller plus vite et d'accélérer sur pas mal d'éléments. Donc voilà, et je ne parle pas de Jira qui
et un outil à la base chargé de suivre la delivery. Effectivement, il y a un morceau de Jira qui s'appelle Jira Product Discovery qui permet de faire ça, mais en fait, c'est deux bases de séparer. Ça nécessite énormément de maintenance, énormément de temps à le faire. Et ça, ça fluidifie pas le travail des équipes produits. Au contraire, ça vient l'alourdir. Et donc, si je me souviens bien de la suite, donc je vais vous parler de Roadmap Hero, je vais vous montrer ça en image. Avec Roadmap Hero, l'idée c'est que vos roadmaps deviennent vraiment un levier de communication, un vrai outil, pas un outil de reporting, mais un outil de communication, de confiance et de performance. Et Marion aime bien le résumer comme un outil de pilotage. Donc je vais reprendre ce mot que tu as mis d'ailleurs dans la première slide. C'est un outil de pilotage qui va vous permettre d'avoir la vision à la fois sur l'exécution, mais aussi sur on va dire, la stratégie que vous menez, de pouvoir facilement l'exposer à vos parties prenantes. Voilà, donc je vais peut-être rentrer directement dans la démo, Marion, si ça te va. Si vous avez des questions en amont, peut-être on peut faire une petite session de questions maintenant sur ce que je viens d'aborder, et puis on en garde pour la fin. Moi, je crois que tu peux enchaîner. Mithia qui a levé la main. Oui, bonjour, excusez-moi, hein, je me permets. Vas-y. Je m'appelle Nithia et je suis spécialiste connaissances produits. Donc, je fais partie des équipes produits, mais plutôt sur les aspects de documentation et de communication. Et justement, j'essaie de m'imprégner un petit peu de cette mentalité de prévoir de la roadmap, de prévoir des initiatives, de partir des ressentis des équipes internes, parce que ce sont mes clients pour le coup. Et je suis dans un contexte assez particulier dans le sens où en fait, c'était vraiment pas du tout le genre de choses qui étaient, représentées au sein du produit. Donc vraiment là, j'essaie de mettre en place cette roadmap et je suis vraiment novice pour le coup et je voulais savoir comment faire la distinction entre le besoin et les objectifs. Tout est lié en fait. Moi, je dis toujours, c'est le start with why. Donc, au milieu, tu as ton pourquoi. Le pourquoi, Oui. c'est ce qu'on se disait, la vision. Et finalement, le pourquoi on va travailler, si je prends 2026, donc c'est quelles sont les grandes ambitions stratégiques. Donc ça, c'est un peu le cœur finalement, parce que souvent le travers, c'est de se dire, on va pas travailler d'abord sur sur le quoi, qu'est-ce qu'on va délivrer, et sans se remonter le fil en se disant, ok, quel est le pourquoi au milieu. Et là, donc finalement, tu as ton why, ton what et ton how. Et donc, en fait, c'est l'articulation entre les trois qui est intéressante. Et donc, tes niveaux de roadmap, c'est ce qu'on disait, ça dépend de à qui tu... Enfin, ça va être la même roadmap fondamentalement, quand on articule bien les choses, mais tu vas pouvoir lisser les informations que tu mets dedans en fonction si tu vas parler, je sais pas, à des parties prenantes qui sont des directeurs, qui ont besoin d'avoir une vue macro, donc ça leur raconte une histoire, ou si tu redescends plus sur un entonnoir, on va dire plus opérationnel, où là on se dit, ok, on a quand même besoin d'avoir les implications entre le pourquoi, les impacts qu'on veut générer et finalement ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver. Et là, tu peux redescendre sur une base un peu plus micro, on va dire. Mais je pense que ça fait une bonne transition avec la démo de Laurent. Absolument, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai vu deux petites mains levées, j'ai plus les prénoms, mais j'ai vu deux personnes qui souhaitaient intervenir. Marion, peut-être. Non, je ne l'ai pas, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions à me poser. Et Laurent, je te laisse prendre la main. Je vais vous partager mon écran et vous le voyez maintenant. Et donc, Roadmap Hero, ça va vous permettre de créer une roadmap qui soit facile à partager et surtout dédiée à chacune de vos audiences. Quand je parle d'audience, je vais parler à la fois de vos équipes produits internes, de vos équipes, de vos équipes métiers business internes, de vos clients, mais aussi de vos personas et de vos objectifs. Donc, ces visualisations, elles sont créées automatiquement dans la plateforme. C'est vraiment plug and play. Il n'y a rien à construire. Ça va partir vraiment de votre stratégie et très facilement, vous allez pouvoir décliner, exporter ces éléments que vous allez pouvoir partager où vous le souhaitez. Donc, on va pouvoir partager la roadmap. Et cette roadmap, elle peut être exprimée. Alors là, je l'ai mis en mois. Je pourrais l'exprimer en no-next letter. Ça va peut-être été le meilleur exemple, mais je vous montrerai ça ensuite. Je peux l'exprimer en quarter, je peux l'exprimer vraiment comme je le souhaite. C'est basé sur les mêmes données. Donc, chaque audience aura une vue adaptée en fait en fonction de la maturité de l'audience et de ce que vous avez envie de lui exposer. Vous allez pouvoir consulter les différents projets. Je vais vous prendre un exemple. Donc là, c'est la roadmap de Roadmap Hero.
En cliquant simplement sur un sujet, je vais avoir, je vais voir qu'il y a une petite fiche, pardon, mais il n'y en a pas. Si je vais pouvoir avoir le détail, il n'y en a pas qui ont été générés, mais je vous montrerai ça après du coup. Tac, voilà, si je vais pouvoir avoir une petite description de la fonctionnalité, les bénéfices pour l'utilisateur et quand c'est dans un contexte d'usage interne, les bénéfices pour l'entreprise, ainsi que les personnes qui ont contribué à la construction de ce sujet-là. Donc ça, c'est la partie roadmap que je vais pouvoir partager avec la dimension que je veux et uniquement avec les sujets qui concernent cette partie prenante-là. Je vais pouvoir leur partager aussi, si je le souhaite, la partie planning. Donc, comment est-ce qu'en fait, on va arriver à ce résultat? Sous quel horizon de temps? Sur quoi on travaille? Pouvoir aussi visualiser des projets sur lesquels on travaille, mais sur lesquels on ne sait pas encore exactement ce que ça va contenir, des initiatives, quand je parle de projets. Par exemple, ici, on va travailler sur un sujet OKR. On a déjà 2 livrables qui sont connus, mais on va quand même travailler plus longuement sur le sujet et aller explorer ce sujet-là. Je vais pouvoir aussi partager mon backlog. Donc, serait une partie prenante sur le fait que vous ayez bien tous les sujets qui les concernent listés et compris et perçus, parce que ça, c'est un vrai enjeu derrière de pouvoir aussi rassurer vos parties prenantes. Elles n'ont pas juste elles ne peuvent pas se baser simplement sur une discussion, et le fait de pouvoir visualiser les sujets et leurs priorités va aider. Et je vais revenir sur cette notion de priorisation et d'impact par la suite. Et tout ça, on l'associe à la vision. Donc la vision, c'est pourquoi ce produit existe, à qui il est destiné, qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi l'ambition, où est-ce qu'on veut aller. Cette vision, elle est souvent dans un document à part, perdu au fin fond d'un Confluence, d'un Notion ou autre, et personne ne la consulte. Ici, elle est vraiment liée à l'exécution, à la partie roadmap, à la partie au plan et à la façon dont on veut le faire. Et ça, je vais vous montrer comment on le construit. Donc, comment on le construit, c'est assez simple. On part d'un backlog. Donc là, vous êtes dans l'interface de Roadmap Hero. On est sur un projet fictif qui vous parlera, parce qu'on est dans la santé sur des applications que vous avez tous utilisées au moins une fois. Et donc, on part d'un backlog, un backlog que vous pouvez structurer comme vous le voulez. La plateforme, elle est ultra flexible. Elle va assez loin dans les détails. Là, je vais vous montrer une overview. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque élément, mais vous allez vraiment pouvoir la personnaliser selon là où vous en êtes dans votre maturité produit. Et vous allez pouvoir donc créer vos initiatives, vos épiques ou features. Enfin, vous pouvez vraiment le nommer comme vous voulez, vos user stories, s'il y a des user stories, etc. Je vais vous prendre un exemple. Ici, on va rentrer sur... donc ça, d'ailleurs, c'est un enjeu. Je fais une petite parenthèse. C'est que souvent, nous, quand on importe des backlogs qui sont sous Jira, donc on peut se synchroniser avec Jira dans l'outil, on se rend compte que le backlog, c'est plus un backlog, c'est une liste de tickets pêle-mêle en vrac dans tous les sens, où même les product guys ne savent pas quoi en faire et se rendre compte à quel point le backlog manque de structure et d'organisation. Et donc, on vient apporter cette couche de lisibilité dans ce backlog. Si je rentre dans un des éléments, donc on va pouvoir ici avoir toute la partie liée à la construction, vos spécifications, ce que vous avez l'habitude de réaliser habituellement. On a un volet de communication, on va pouvoir générer automatiquement la communication associée à chacun de vos tickets, ce qui permet de donner de la visibilité sans que vous ayez d'efforts à faire. Ça n'empêche pas de faire un focus sur les sujets majeurs dans une newsletter ou autre, mais en tout cas, chaque sujet, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est expliqué à vos parties prenantes. Vous pouvez même ajouter une illustration et une vidéo. Et donc là, vous avez l'ensemble des informations. On a une partie qui va accompagner le partage avec vos parties prenantes. Ce partage-là, donc, il peut se faire avec des business teams, donc vos équipes, vos partenaires, avec des objets autour d'objectifs. Donc là, on revient à la notion d'objectifs dont parlait Marion tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir choisir les objectifs associés avec des clients ou avec des segments de clients. Donc ça, c'est vraiment pour la partie partage. Je vais pouvoir justifier juste en dessous l'impact que ça a en renseignant en fait, on a créé un système de priorisation le plus parlant possible pour vos parties prenantes, qui est inspiré de méthodologies existantes, une combinaison de méthodologies existantes. Donc, pour chacune de vos parties prenantes ou autour de chacun de vos objectifs, vous avez le choix de le faire pour l'un, pour l'autre ou uniquement autour de vos clients, de pouvoir ajouter un niveau d'impact que ça a, enfin un niveau de criticité que ça a pour lui, sur une échelle de Moscou que vous devez tous connaître. L'ensemble de ces priorisations couplées avec des indicateurs d'effort, de certitude à le faire et de maintenance vient nous créer un Hero Score qui est totalement personnalisable, qui vous permet de piloter avec l'impact en fait de vos sujets que vous pouvez retrouver ici. Et si je poursuis, je vais pouvoir aller dans une partie planning dans laquelle, avec un simple drag and drop, je vais pouvoir venir positionner mes sujets. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir positionner le sujet sur le suivi médical.
et pouvoir l'étalonner dans le temps, le planifier dans le temps, le structurer comme je le souhaite. Et je peux même aller assez facilement planifier le détail de mes user stories sur une échelle de temps plus courte. Là, je le fais au moins. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est pour vous donner une idée. Et je peux même projeter des sujets sur lesquels on va travailler sans vraiment savoir quels sont les livrables, qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Je vais rentrer. Ouais. Je ne sais pas si tu veux prendre la question maintenant, Marion. Non, on prendra les questions après la démo si ça vous va. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, je vais pouvoir suivre les sujets en cours. Vous voyez ici en jaune, les sujets réalisés qu'on verra en vert, et des indicateurs de suivi. Est-ce que le sujet a été déplacé, est-ce qu'il est en pause, etc. Et les motifs associés à ça. Tout ça, ça me permet d'obtenir une roadmap que je vais vous montrer. Et parce qu'on est assez convaincu que la roadmap est un outil qui doit être à jour, puisque c'est un outil de communication, on l'a lié à l'exécution. Donc pour chacun des tickets, en fait, on les a liés à votre Jira, par exemple, ou on peut le faire directement dans Roadmap Hero et suivre les différentes étapes de travail qui doivent être réalisées dans un mode Kanban que vous connaissez déjà, avec la gestion de sprint, etc., qui permet d'avoir ce suivi de vos sujets et de savoir où est-ce qu'ils en sont. Automatiquement, en fait, c'est lié à votre roadmap. Donc, s'il y a des choses qui sont amenées à shifter, bah, ça va décaler votre roadmap d'autant. Donc, elle est toujours à jour. Vos parties prenantes ne voient pas quelque chose de faux ou d'hypothétique, mais quelque chose de concret et de réel. Donc là, on est connecté à Jira, il n'y a pas besoin de changer les habitudes des développeurs ou des équipes qui travaillent habituellement sous Jira, par exemple, ou sur GitHub Project, etc. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une roadmap qu'on peut facilement partager. Vous avez des vues déjà dédiées quand vous créez la plateforme, autour des objectifs, autour des équipes, autour des clients, et si je rentre même dans le détail, par segment de clients aussi. Si je prends par exemple les docteurs experts, ici, je vais pouvoir choisir ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, la roadmap, le planning, le backlog, la vision. Donc en un clic, hein, vous voyez que la vue se personnalise. Et je vais pouvoir choisir sur quelle période je leur expose la roadmap. Est-ce que je leur expose en non-ex-letter, en mois ou en quarter? Donc là, vous voyez, si je le mets en mois, ben, on va avoir une vue en mois. Si je la repasse en non-ex-letter, j'aurai tout de suite une vue en non-ex-letter qui est adaptée, sachant que j'ai pu définir ce qui était non-ex-letter pour moi, ce qui est mon court terme, moyen terme et mon long terme. Et en un clic, mes utilisateurs pourront visualiser de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on le fait et quels sont les bénéfices pour la boîte. Donc avec une vision très stratégique de la fonctionnalité et sur l'impact qu'elle va avoir. Vous le voyez aussi, une roadmap, c'est assez difficile à voir dans ses évolutions. Donc on a des petits flags de nouveaux éléments qui ont été planifiés, des éléments qui ont été déplacés, puis des éléments à risque avec la raison du risque simplement au survol. On peut aussi personnaliser le temps depuis lequel on affiche la roadmap, combien de temps avant et combien de mois après. Donc vous pouvez travailler sur une roadmap à 24 mois pour ceux qui le souhaitent. Ça dépend des organisations. Dans certaines, c'est totalement adapté. Dans d'autres, c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais là, encore une fois, on est flexible. Et vous pouvez uniquement partager une roadmap sur les 6 prochains mois plutôt que de donner tous vos plans qui vont forcément pas être tenus et sur lesquels vous n'avez pas envie de vous engager. Et vous pouvez choisir les éléments que vous partagez, le Hero Score, l'indicateur de santé, etc. Ça de manière très très simple. Une fois que vous l'avez fait une fois, c'est fait. Vous pouvez partager, comme je vous montrais tout à l'heure, la roadmap, le planning, le backlog associé et les priorités associées à la partie prenante. Donc là, elle peut voir que le rappel de suivi, c'est bien jugé must-have pour elle. Vous pouvez même le co-créer avec cette partie prenante d'ailleurs. Et la vision associée. Et tout ça, on peut le partager très simplement avec un lien dans des outils comme Notion, en embarqué dans n'importe quel applicatif, sur Slack ou avec un envoi. Donc ça va être utile pour des comités de direction, pour ceux qui ont cette problématique, de pouvoir envoyer de manière récurrente tous les vendredis, toutes les 3 semaines, un accès à la roadmap. Vos équipes n'ont pas besoin d'avoir de login, pas besoin d'avoir de mot de passe, etc. Elles vont pouvoir accéder directement à la roadmap de manière intuitive. Et si je vous montre ce que ça donne, et je terminerai là-dessus, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je vais pouvoir partager ce type de contenu de manière très très intuitive, avec le petit récap qui va bien, avec toutes les petites informations associées. Et ça, je peux l'intégrer dans mon application si je le souhaite. Voilà, Marion, je te laisse peut-être la main pour reprendre les questions. J'ai pas suivi s'il y avait eu beaucoup de questions ou pas. J'ai vu qu'il y a une petite remarque en début de présentation. Ouais, il y avait une petite remarque, j'y ai répondu. Je ne sais pas si tu veux creuser là-dessus, sur la notion de projet, produit, après initiative. Tout ça aussi est très lié. Alors, projet, produit, moi, je ne les oppose pas, parce que, sauf si en général, même s'il n'y a qu'une équipe produit, dans une organisation, il y a toujours des projets qui vont être transverses, etc. Et il faut intégrer
il faut intégrer tout ça. Donc, c'est pas deux notions opposables. Et sur la partie initiative, là, peut-être que tu pourras préciser après. Ça dépend en fait de ce qu'on met derrière l'initiative, puisque ça dépend le découpage aussi. Moi, je parle d'opportunités, qui sont plutôt des gros cailloux, qu'on va ensuite qu'on va dérisquer, donc des différentes idées. Et ensuite, ça va pouvoir partir en initiative, qui vont quelque part être les épiques. Mais voilà, encore une fois, c'est une question d'alignement aussi de termes. Comme tu le Et dis, par contre, ouais. ouais, il y a beaucoup de terminologie et en fait, nous, ce qu'on a, excusez-moi, on va avoir parlé avec beaucoup d'organisations. Ce qu'on voit, c'est que notre idée n'est pas d'aller changer la façon dont les boîtes travaillent aujourd'hui de manière profonde, mais plutôt de s'adapter à elles. Donc, dans la terminologie, on va vraiment pouvoir très simplement choisir la terminologie qui est adaptée à notre organisation. Donc, ça peut être des initiatives, des opportunités, comme tu le disais. Les épiques, il y a des boîtes qui parlent de features, de capabilities, de solutions. Donc, ça va vraiment être personnalisable. On peut créer aussi des types adaptés de tickets en fonction des besoins et surtout se plugger sur les outils de delivery existants. L'idée n'est pas de forcer des boîtes à tout refaire from scratch, surtout quand il y a des backlogs ou en tout cas des historiques qui sont très profonds. On vient vraiment le faire en mode tactique pour vous donner de la visibilité le plus rapidement possible. Donc, si je résume, tu me corriges si je dis des bêtises, hein. Sur ton produit, effectivement, donc là, tout est personnalisable. Et sur cette terminologie, c'est quand même génial parce que pour pour être passé il y a quelques années à essayer de détourner des add-ons de Jira, c'est quand même une cata de paramétrage et c'est long et très coûteux pour essayer de se l'adapter effectivement à sa culture et aux termes employés au sein de chaque organisation est différente. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant aussi, c'est quand tu as pris l'exemple sur les docteurs. Typiquement, ça pourrait être une roadmap aussi qui est exportée et présentée finalement. On est un SaaS B2B par exemple, donc on a des clients, donc là des docteurs, hein, je préfère un bon cas fictif, on pourrait leur exporter et leur dire, bah voilà, ça donne aussi de la vision. Donc, pour tout ce qui est sales, customer success, etc., d'avoir cette vision aussi, de se dire, mais en fait, c'est déjà dans les tuyaux, on sait quand ça va arriver, et on peut jouer avec ça et ça donne de la visibilité. Nous, on n'est plus non plus sur que l'interne, les parties prenantes, mais on est aussi sur l'externe, finalement, les clients. C'est ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on va pouvoir choisir les types de tickets, des types d'éléments d'artefacts qu'on veut partager avec eux. Par exemple, avec une équipe support, on va peut-être plutôt partager le suivi des bugs, alors qu'avec une équipe sales, peut-être plutôt les nouvelles features qui vont arriver et qui permettent d'accentuer d'améliorer le process de vente, quoi. Il est 13h46. Leïla, tu as levé la main. Oui, en fait, ça rejoint la première question. Les objectifs, justement, est-ce qu'on les visualise ici? Alors, les objectifs, ils sont renseignés sur chaque élément et en fait liés. Mais effectivement, les objectifs, si je te montre, les objectifs aujourd'hui se configurent de manière assez. Parce qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut justement faire une restitution à la direction avec des éléments très macro, justement, sur les ambitions stratégiques, les initiatives qu'on met dedans, sans avoir tout le détail en dessous. Alors, ouais, pour répondre à ta question, autour de chaque objectif, on va pouvoir retrouver une visualisation dédiée. Donc ici, par exemple, sur l'accès aux soins, j'aurai la visualisation de tous les sujets sur l'accès aux soins et je peux rester effectivement à un niveau très macro. Donc là, on a une initiative épique. Sur le planning, je peux visualiser même uniquement les initiatives qui vont être travaillées. Sur la roadmap, nous, on l'axe vraiment sur qu'est-ce qu'on va livrer, qu'est-ce qu'on va délivrer, parce que finalement, indiquer qu'on travaille sur des sujets, c'est pas forcément là où on a l'impact. Par contre, sur le planning, tu peux visualiser uniquement les initiatives sur lesquelles tu vas travailler. Et tu peux partager uniquement le planning et pas la roadmap pour le coup, qui, je pense, répond plus à ton besoin de montrer sur quoi on travaille, plus que qu'est-ce qu'on livre à quel moment. Je sais pas si ça répond à ta question ou si tu veux la préciser. Oui, très bien. Non, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au regard de la démo de Laurent sur Roadmap Hero et aussi au regard de comment est-ce qu'on transcende un peu sa roadmap, puisque c'était le fil rouge de ce webinaire aussi. Oui, c'est pas Oui, donc forcément une question sur l'outil en lui-même, hein, ça peut être beaucoup plus large sur le sujet de la roadmap, il n'y a aucun problème. Donc tu disais qu'il y a une intégration native, par exemple avec Jira. C'est déjà Oui. une intégration native, ok.
Oui, oui. Et on va assez loin dans l'intégration, on l'a poussé assez loin avec des utilisateurs qui avaient des GRA assez profonds et assez tordus, pour le dire clairement. Ah, mais Nicolas dit je confirme, puisque Nicolas, mon associé, a déjà pas mal mis les mains dans Roadmap Hero sur des contextes clients, des grosses organisations assez complexes. Et oui, ça fonctionne. Euh, mm, mm. Peut-être que tu peux conclure, Laurent, en donnant... autre question, intégration J'ai deux possible avec Azure questions. DevOps. Ouais. Il y a Nithya qui avait une question. Et sur Azure DevOps aujourd'hui, on- c'est quelque chose qu'on regarde, mais on n'a pas encore eu de use case de boîte qui souhaite s'engager avec nous sur ce sujet. Donc c'est un sujet qu'on creusera à partir du moment où on a des utilisateurs qui utilisent Azure DevOps. Et Oui, Nithya, et oui, j'avais une autre question. Plus globalement, est-ce que vous avez des ressources, des moments d'échange déjà prévus encore sur la thématique de la roadmap, de la construction de la roadmap? Tu veux dire d'autres webinaires, Oui, ou des d'autres ressources? ateliers Alors ou... oui, sur le site de Fluo, section événements, tu as les replays de l'année dernière où on a déjà abordé la roadmap sous différents axes. Mhm. On a un replay qui va arriver. Alors, c'est un peu l'instant auto-promo, je donne la main après. On a fait un talk à Agile en scène avec mon associé Nicolas le mois dernier, non, début du mois, justement sur ce sujet de la roadmap et on rentrait un peu plus profondément justement en termes de maturité d'équipe, de comment on se pilote, etc. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus poussé que ce qu'on s'est dit au démarrage de ce webinaire. Et évidemment, sur le site de Fluo, tu trouveras pas mal de ressources aussi à lire. Et puis suivre Laurent, qui parle beaucoup roadmap, évidemment, puisque c'est quand même son produit aussi qui est au cœur de tout ça. et Très j'en bien. pense aussi qu'on a une petite newsletter qui Oui, parle de roadmap, qui s'appelle Roadmap Leaders. Alors, je sais pas, on pousse pas dedans les nouveautés du produit ou quoi que ce soit, on parle vraiment de roadmap. Elle a une fréquence mensuelle, on la tient pas trop ces dernières semaines, mais elle a une fréquence mensuelle. Vous pouvez la trouver au pied de la page de Roadmap Hero qu'on partage avec tous ceux qui sont intéressés par ces sujets. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi, c'est des sujets qui me parlent beaucoup. Et Marion aussi d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Et Thomas, tu disais, merci pour ton retour, Thomas. ouais, qui était autour de la roadmap versus, par population versus roadmap unique par toute l'organisation. Évidemment, c'est voilà, toujours se placer à la place des parties prenantes, des autres, des personnes qui vont, des services qui vont tourner autour de l'équipe produit. Pour se dire, est-ce qu'on comprend, ça va être un peu la conclusion, je pense, est-ce qu'on comprend ce qui est écrit dans ce document tactique? Est-ce qu'on est sûr? Et ça évite beaucoup souvent d'incompréhension, parce que des fois, on a le travers, quand on fait du SaaS, de se dire, ah ben, les sales, ils ont vendu une feature avant même qu'on l'ait bâtie, ou finalement, qu'ils ont vendu un truc, mais qui va être très spécifique à que quelques utilisateurs. Alors que des fois, en discuter, le projeter, le retravailler, ça permet aussi d'avoir des ancrages qui vont être, enfin, créer plus d'alignement, pardon, pas d'ancrage, sur ce vers quoi on veut tendre et ce qu'on va produire finalement. Laurent, je te laisse le mot de la fin. Oui, mais moi, ce que je veux dire, n'hésitez pas à revenir, si vous voulez, vers moi sur LinkedIn ou autre pour pouvoir approfondir ces discussions et parler de roadmap. On travaille aussi avec Marion en bonne intelligence pour faire en sorte que tout fonctionne dans l'organisation aussi avec ça. Et puis donc, pour finir sur le sujet, je le redis, la roadmap, c'est vraiment un outil de communication et pas un outil de reporting. Donc, si aujourd'hui votre roadmap sert d'outil de reporting, il faut vraiment revoir ça pour que ça parle à vos équipes et pour que ça donne du sens et des drivers communs. Parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais aujourd'hui, certainement que vos parties prenantes, elles perdent de l'engagement, elles ont peut-être moins confiance dans ce que vous délivrez ou dans la façon dont vous travaillez, et ça joue énormément sur l'atteinte de vos objectifs. Vous avez beau faire les meilleurs produits possibles, je l'ai vécu, hein, donc je parle en connaissance de cause, j'étais dans cette difficulté-là aussi. Vous avez des très très bons produits, sauf que l'adoption interne, hein, sauf que l'adoption n'était pas toujours là, et c'était pas un problème de produit, c'était un problème de comment est-ce qu'on embarque les équipes, comment est-ce qu'on embarque les personnes représentantes du comité de direction concernés par ça, mais aussi par les parties prenantes en dessous qui n'avaient pas la bonne visibilité, pas la bonne compréhension, pas les bons moyens associés. Et vous pouvez faire les meilleurs produits du monde. Si vous n'arrivez pas à lier toute la chaîne de valeur, vos produits ne marcheront pas et vous n'aurez pas le retour que vous attendez, mais plutôt de l'insatisfaction de vos utilisateurs. Et c'est dommage, surtout quand on fait des choses qui sont assez profondes et puissantes.
Voilà. Ouais, ça fait une bonne. C'est ce que je dis toujours, c'est que le produit, c'est l'affaire de tous dans une organisation. Et la compréhension de son produit et de la trajectoire qu'on lui donne, elle doit être commune et avec un alignement très fort. Sur ces belles paroles, je vous remercie tous d'être venus ce midi. On va se laisser, comme ça, on laisse le temps de prendre un petit café avant de reprendre vos réunions à 14h. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos, que ce soit sur un apéro, sur des accompagnements. On est là. Et évidemment, les replays seront dispo sur Fluo très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.